Bonjour et bienvenue sur le podcast Les Perles de Jade. Des conseils précieux à collectionner, partager ou tout simplement à méditer. Je m'appelle Julie, française installée aux Pays-Bas depuis quelques années. Ancienne responsable d'un département achat devenu coach, j'ai décidé de changer ma vie afin de changer celle des autres. Je vous aide à trouver de nouvelles pistes de réflexion et à passer à l'action afin d'être plus épanoui dans votre vie. Abonnez-vous sur la plateforme de votre choix pour ne manquer aucun épisode. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, @julie_UGS, afin d'échanger. Le lien se trouvera dans les notes de l'épisode. En attendant, je vous souhaite une excellente écoute. Hello Katia, merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis ravie de t'accueillir parmi nous. Et en fait, moi, je t'ai découverte dans la formation de Delphine Pinon. Elle a une formation qui s'appelle le programme 1%. D'ailleurs, Delphine, si tu nous écoutes, on t'embrasse. Et j'avais beaucoup aimé ton approche, ton bagou. Je trouve que tu as une énergie qui est très ancrée, qui est assez masculine, je dirais, entre guillemets, très yang, beaucoup dans l'action. Et moi, j'ai beaucoup aimé, mais je trouve que dans les retours que tu faisais aux personnes de manière générale, tu étais très bienveillante et tu avais des feedbacks qui étaient assez pointus. Et ça, j'ai beaucoup aimé. Est-ce que tu aurais envie de te présenter à mon audience qui ne te connaîtrait pas? Alors moi, comme tu l'as dit, je suis Katia Delamotte. Aujourd'hui, je suis coach et consultante business et j'accompagne principalement les femmes. Il y a quelques exceptions, mais en tout cas principalement les femmes dans leur business, à prendre leur place, mais pas que. Bien évidemment, j'ai toute la sphère commerciale. Ça peut aller de l'élaboration de leur offre à leur sortie, tout simplement. Donc là, on va travailler l'ikigai, on va travailler tout ça. On va travailler évidemment leur pourquoi, enfin les choses qui peuvent paraître, on va dire, assez standards, mais en fait, ça dépend dans quelle profondeur on va. Pour moi, il y a mille et une façons de travailler la même chose. Et bien évidemment, comme je suis coach business, je ne m'arrête pas à comment tu vas vendre, quelle est ton offre, mais je les accompagne aussi vraiment dans leurs offres, dans leur vente, dans leur mindset. En clair, j'ai vraiment une vision 360 du business. Et à côté, je forme aussi sur le closing. Là, pour le coup, c'est vraiment très spécifique parce que il y a une vraie problématique et si tu veux, on en parlera plus tard sur cette compétence qui est primordiale aujourd'hui sur le web entrepreneuriat. Top. Merci Katia pour cette présentation. Et je trouve ça hyper intéressant que tu dises j'accompagne les femmes et pas que. Est-ce que tu as envie de partager un peu davantage par rapport à cet aspect-là? Mais c'est surtout que on va dire comme beaucoup de personnes qui se sont lancées, je me suis posé la question de est-ce que je veux accompagner les hommes, les femmes, le fameux on va dire avatar. Parce que moi, il faut savoir que une des raisons pour laquelle je me suis lancée, on va dire à cœur perdu dans cette mission, c'est que je suis une ancienne directrice commerciale, directrice de négociation aussi de grands groupes. Et je me suis rendu compte que j'étais un petit peu seule sur ces postes-là. Et quand je suis arrivée en comité de direction, là, ça a vraiment été encore pire, j'ai envie de dire. J'étais la seule. Voilà. Donc c'était pas, on n'était pas en sous-nombre, j'étais seule. Et du coup, je me suis beaucoup interrogée sur pourquoi j'étais seule. Et je pense sincèrement que ce n'est pas uniquement dû à mes compétences, mais c'est surtout dû aussi au fait que moi, j'ose tout. Je pars du principe que le non, on l'a déjà, et donc je vais toujours chercher le oui. Et je pense qu'il y a des femmes qui ont des compétences de dingue et qui ne s'autorisent pas, tout simplement, à aller chercher le poste qu'elles veulent, aller chercher le chiffre d'affaires qu'elles veulent. Et donc, du coup, quand je suis sortie, je me suis dit, bon, bah voilà, j'ai toujours travaillé qu'avec des hommes. Donc, globalement, je vais accompagner un petit peu tout le monde. Et je me suis finalement plus tournée vers la femme parce que je me rends compte qu'il y a une grosse inégalité. Et pour moi, c'est pas l'inégalité homme-femme telle qu'on l'entend sur les réseaux ou ailleurs d'ailleurs. C'est pas une question de skill ou d'argent ou de je ne sais quoi. L'inégalité, pour moi, elle est déjà dans l'attitude. C'est-à-dire qu'une femme, de par son origine, de par son éducation, elle ose tout simplement moins. Et moins on va oser,
et moins on va prendre de risques et moins grand sera le résultat. Donc aujourd'hui, ce que je veux vraiment, c'est que toutes les femmes comprennent qu'elles ont en elles toutes les compétences nécessaires pour aller chercher ce qu'elles veulent, chercher leurs rêves, chercher la vie qu'elles souhaitent. Et du coup, c'est une des raisons pour lesquelles j'accompagne majoritairement des femmes. Mais parfois, il y a des hommes qui arrivent dans mon univers, et sûrement par l'énergie yang. Mais du coup, c'est parfait aussi. Ouais. Comment ils t'abordent, les hommes? Parce que tu communiques, beaucoup autour de la femme. Du coup, ils t'abordent, sur les réseaux ou c'est en présentiel? C'est en présentiel. OK. Je trouve ça hyper intéressant, Katia, parce que, moi, quand, je t'ai, pitché cette idée de venir sur mon podcast, je t'ai dit: «Je me retrouve beaucoup dans ce que tu partages». Et en fait, le point commun, c'est que moi aussi, j'étais dans le salariat. Moi aussi, j'étais, souvent soit la seule, soit, parmi très peu, de femmes dans le top management des entreprises, dans les multinationales. Et pareil que toi, je me dis que les femmes n'osent pas, prendre leur place. Et comme tu disais, c'est une question de posture et cetera. J'ai vraiment noté qu'en fait, les femmes, elles avaient plus peur de ce qu'on allait dire, de ce elles souhaitent, genre si elles veulent une augmentation, qui est-elle pour demander cette augmentation, et cetera. Alors que les hommes, ils ont moins peur de ça. Ils ont moins peur du rejet, ils ont moins peur du regard des autres, ils sont là, ils veulent et ils essayent. Je sais pas si tu as cette même impression? Ah mais c'est tellement ça, en fait. Je pense que beaucoup de femmes se posent beaucoup, beaucoup de questions. Et la problématique, c'est que pendant qu'elles vont se poser des questions et surinvestir justement la sphère du raisonnement, elles vont pardon, rester dans la sphère du raisonnement. Et du coup, ben, on peut pas être dans le raisonnement et dans l'action en même temps. Et cette capacité qu'ont les hommes à justement ne pas rester bloqués dans je réfléchis encore et je vais regarder toutes les possibilités, tous les risques, mais eux, ils passent directement à l'action. Mmh, Donc globalement, les places, ben, elles sont prises beaucoup plus vite par les hommes. c'est ça. Parce que là où une femme va rester bloquée à découper les confettis, on va dire, bah, les hommes vont y aller franco. Et c'est en ça que je dis que parfois, c'est pas qu'une question de compétence. C'est bah, la place, elle a été prise par quelqu'un qui est allé plus vite que toi. C'est ça. Euh, c'est tout simplement ça, en fait. Je vois vraiment, dans l'énergie masculine de manière générale, en fait, le passage à l'action qui fait toute la différence parce que les personnes, plus vite elles se trompent, plus vite elles rebondissent et plus vite elles apprennent. Et c'est Exactement. cette, notion de prise de risque. En fait, si tu veux, par exemple, moi, dans mes accompagnements, j'interviens vraiment sur, le moment de la prise de décision par rapport à l'évaluation de la prise de risque et j'accompagne sur le mindset à avoir pour oser prendre des risques. Et je trouve que c'est hyper flagrant quand j'accompagne parce que moi aussi j'accompagne des hommes, alors que je communique au féminin, de voir en fait, comment ça peut être vraiment différent, que ce soit un homme ou une femme. Après, il y a des hommes qui sont dans l'énergie féminine et des femmes qui sont dans l'énergie masculine. Mais vraiment, si on devait, stéréotyper les 2 énergies, il y en a qui vont oser prendre des décisions et jumper assez rapidement dès qu'ils ont le shift mindset. Il y a des femmes qui ont le shift mindset, mais elles ont encore d'autres peurs qui sont réveillées, qui arrivent donc bah, l'accompagnement dure peut-être plus longtemps avec une femme qu'avec un homme qui va y aller, qui va bourriner, quoi. Mais c'est exactement ça. Et surtout dans ma compétence première qui est la vente, je le vois vraiment beaucoup parce que la vente, c'est souvent un catalyseur on va dire, de problématiques. C'est-à-dire, c'est au moment où on va aller se frotter au monde extérieur, une fois que l'offre, elle est là, une fois que on a notre service ou notre produit. Finalement, c'est une fois qu'on va aller se frotter au marché qu'on se rend compte que, ah mince, bah finalement, je ne sais pas vendre. Donc déjà, il y a cette grosse problématique, je trouve que on ne le dit pas assez. Moi, je milite et quelqu'un qui me suit ne peut pas être passé à côté. On oublie de dire aux entrepreneurs que en fait, quand tu vas rentrer dans l'entrepreneuriat, tu vas être multicasquette. Tu peux avoir une expertise, quelle qu'elle soit, mais cette expertise va pas être suffisante pour en vivre. Mmh. Si tu sais pas mettre cette expertise en avant, si tu ne sais pas communiquer efficacement sur ton expertise, si tu n'as pas le bon canal d'acquisition,
je sais pas, si tu ne veux pas te montrer, et que tu as choisi les réseaux sociaux, ça va être problématique. Donc et évidemment, si tu ne sais pas vendre et que tu ne veux pas vendre, parce que parfois j'ai carrément des personnes qui disent: «Non, non, mais moi je veux pas vendre», bah, change de métier en fait, parce que tu vas pas avoir le choix. Parce que quand on est entrepreneur, c'est, une personne qui va faire du chiffre d'affaires. Si tu peux pas sortir, j'ai envie de te dire, des sentiers battus qui sont les tiens jusqu'à présent et te challenger pour dire: «OK, cette compétence, je l'ai pas, mais je vais devoir, me former parce que j'ai pas le choix, en fait». Parce que sans vente, il y a pas de chiffre d'affaires et puis sans chiffre d'affaires, ben, il y a pas d'entreprise, tout simplement. Et ça, c'est très, 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 féminin parce que quand on passe à la vente, il y a plein de choses qui se jouent. Il y a la Mmh. peur du rejet, il y a, la peur de parler en public parce que ce soit une personne, 2 personnes, 4 personnes, 100 personnes, cette peur parfois, elle peut être tout aussi paralysante, indépendamment du nombre de personnes qu'il y a en face. Il y a beaucoup de choses qui peuvent même se jouer dans, «Je n'ai pas envie de me vendre», surtout pour Mmh. une femme. Ouais. Moi, j'ai parfois eu des personnes qui avaient subi des choses pas très cool, on va dire, je vais rester là-dedans comme ça, et qui, ça se retrouvait dans la vente, en fait. Mmh mh. Parce que cette notion de, «Non, je ne suis pas à vendre», Mmh. et quand on a une prestation de service, finalement, c'est soi que l'on vend Ouais, je suis d'accord. et donc ça vient chercher, sa personne, en fait. Il y a vraiment, là, je pense que tu as mis en lumière quelque chose qui est intéressant, c'est quand les personnes ont été dans le salariat et qu'après elles vont dans l'entrepreneuriat, je trouve que c là, on le voit direct. C'est, les a priori des remarques qu'elles ont pu recevoir, dans le salariat qui se transfèrent du coup, dans l'entrepreneuriat. Sachant que quand on est dans le salariat, on vend, bah, forcément sous une forme ou sous une autre, mais pour une compagnie qu'on représente. Alors que là, c'est nous, notre image, nos compétences et donc, bah, là, clairement, s'il y a des mécontentements, des insatisfactions, on se sent responsable et les hommes, ils ont pas, ce truc-là. Genre si la personne n'est pas contente, next. Exactement, parce on confond notre prestation de service avec nous en tant que personne. J'étais, à un événement, ce samedi, et j'ai encore rencontré des femmes qui avaient des grosses problématiques de vente. Pourquoi? Parce que même parfois, quand elles vont, je sais pas, subir un client mécontent ou, un hater, elles vont, avoir beaucoup plus de difficultés à passer outre qu'un homme. Un homme, il va dire: «Oui, bah, OK, peut-être que si j'ai des haters, c'est que j'ai du succès». Ouais. Donc c'est pas grave. Alors que la femme, elle va avoir tendance à regarder la problématique et pas spécialement l'ensemble. Mmh En mh. tout cas, la personne avec qui j'ai discuté, elle avait à côté de ça, je sais pas moi, 100 témoignages positifs, Mmh. mais comme il y avait 3 mécontents, ben, elle focusait sur ces 3 mécontents. Ouais, Donc c'est c'est un ça. homme, non, il va peut-être plus se dire: «Bon, bah, voilà, j'ai 100 personnes, bah, il y a 97 personnes qui étaient contents. Bon, bah, il y en a 3 qui sont mécontents, and so what, quoi». Ouais et après c'est peut-être une énergie, masculine, mais en tout cas, les hommes que j'ai accompagnés, ouais, ceux avec lesquels j'échange, ils vont se dire, «Bah, c'est de la jalousie, c'est tout». Oui, Mais exactement, ils vont se trouver ouais, une voilà. justification. Le premier truc qui leur vienne, c'est la jalousie, alors que la femme, elle va souvent se dire, «Qu'est-ce que j'ai fait de mal pour mériter, ce retour-là?» Et je sais pas si toi ça te parlera. Pour moi, j'accompagne, les femmes dans tout ce qui est accompagnement, bien-être et cetera. Il y a ce que j'appelle le syndrome de la gentille fille. En fait, elles veulent être la gentille, elles veulent pas être la méchante et c'est ça qui les freine beaucoup à s'autoriser à faire des choses un peu bold, un peu audacieuses parce que non, ça les sort de leur rôle de: «Je suis gentille, je suis bienveillante, je suis généreuse» et cetera. Exactement, et c'est valable, j'ai envie de dire un petit peu partout, parce que même, quand, elles vont avoir par exemple, se montrer sur un angle où, j'ai en tête une personne qui, est beaucoup sur l'image d'elle-même, l'image de soi, l'image de qu'est-ce qu'on peut dégager sur les réseaux ou dans la vie, et quand elle accompagne des femmes et qu'elle les relook, j'ai envie de appelons-le comme ça, bah, parfois la personne a dit: «Non mais non, mais qu'est-ce que vont penser les gens si je m'habille comme ça? Si je sors comme ça, et ma famille, Mmh. et la personne du 77 qui va arriver, sur mes réseaux sociaux», ou en fait, on s'en fout. Tout est dans l'ancrage. Si on s'affirme, si on arrive à vraiment
être aussi bien dans ses baskets et dans sa tête que l'image que l'on souhaite renvoyer, c'est ça l'ancrage. Mmh. L'ancrage, c'est vraiment être OK avec ses compétences, mais être OK avec qui on est, avec la manière dont on va l'enseigner, le transmettre et l'image que l'on a de nous. Ouais. Et d'ailleurs, encore une fois, j'étais à un événement samedi et c'était une personne qui est en surpoids qui a sorti un livre absolument magnifique pour dire on doit s'accepter tel qu'on est et tout le monde la trouve belle. Mmh. Tout le monde la trouve belle et elle est magnifique. Pourquoi? Parce que, elle s'accepte telle qu'elle est et au final, c'est ça qui fait qu'elle devient belle et ça, je pense que les femmes, on a une trop grosse exigence sur nous, sur notre apparence, sur notre poids, sur notre âge, sur tout, en fait. Ouais. Et j'irai même plus loin, c'est pas seulement s'accepter tel qu'on est, mais c'est s'aimer tel qu'on est pour pouvoir rayonner cette vibration à l'extérieur. Parce que s'accepter, pour moi, il y a une connotation un peu je subis, j'ai pas le choix. Alors que s'aimer, en fait, on n'est plus dans la comparaison. Oui, c'est vrai. On est plus, en fait, je suis comme ça, j'ai des atouts que les autres n'ont pas. Et je suis plus dans la comparaison que d'être dans un corps différent ou avoir des compétences différentes, c'est mieux. Parce que Exactement. je suis déjà au max, en fait. Mais c'est exactement ça. Tu as tout résumé. Donc, et qu'est-ce que tu penses, toi, de l'expression devenir la meilleure version de soi-même? Ce que je pense de cette expression, c'est que souvent, on se compare à l'extérieur. Ouais. On se compare à une personne qui a mieux réussi ou qui, a priori, a mieux réussi. Ça aussi, on a tellement de choses à dire là-dessus. Parce que fatalement, quand on accompagne sur les réseaux sociaux, il y a énormément l'image, le paraître. Et parfois, les personnes à qui on se compare n'ont même pas la vie qu'ils disent avoir sur les réseaux sociaux. Ça veut dire qu'on se compare à quelque chose qui n'existe pas, Mmh. parfois. Et au lieu d'aller chercher en soi comment on peut être meilleur, comment on peut avoir plus de compétences, comment on peut aller améliorer les endroits où on se dit qu'on n'est pas assez, parce que c'est Mmh. souvent ça. Au lieu de se comparer à l'extérieur, il faut regarder ce que l'on est à l'intérieur. Et une fois qu'on a fait cette introspection, se dire tout simplement, je vais surinvestir telle et telle sphère de ma personnalité, de mes compétences, et je vais devenir une meilleure version de moi-même. C'est-à-dire que au lieu de regarder et au lieu de me comparer aux gens à l'extérieur, je vais juste me comparer à la personne que j'étais avant. Regarde qui tu étais avant, qui tu es devenu. Et c'est ça pour moi la meilleure version de soi-même. Et la meilleure version de soi-même, elle est continue. Pour moi, on peut l'améliorer, c'est un processus continu. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles les coachs, les accompagnants, ils sont toujours eux-mêmes coachés parce qu'ils cherchent eux-mêmes à toujours gagner en épaisseur. Quand on passe un cap, que ce soit un cap de chiffre d'affaires ou un switch mindset, la plupart du temps, on veut aller au cap suivant. Et on se fait accompagner par les gens qui ont déjà ce cap, déjà dépassé ce cap. Donc, c'est vraiment ça. Hyper intéressant, Katia. Là, du coup, ça me fait penser à comment tu fais la différence entre vouloir s'améliorer pour des raisons qui sont alignées ou être dans la FOMO de il me manque toujours, je ne suis pas assez. Alors, la différence, elle est pour moi excessivement simple. C'est quand tu es dans le FOMO, c'est que tu as beaucoup de blessures. C'est-à-dire que tu es pas dans la bienveillance vis-à-vis de toi-même. Tu vas aller chercher des compétences, peut-être t'en as peut-être même pas besoin. En fait, tu vas aller chercher des skills qui te sont peut-être pas nécessaires dans ton business. Parce que peut-être que tu les vois régulièrement passer sur ton feed, mais et tu te dis ah ouais mais ça c'est la solution, c'est ce que je voudrais, c'est ce que je voudrais apprendre, c'est ce que je voudrais être. Et c'est complètement différent que de dire je suis déjà beaucoup, j'ai déjà beaucoup de compétences, j'aime la personne que je suis, mais j'ai pu, par exemple, lors de mes accompagnements, voir qu'il me manque telle ou telle chose. Je vais aller les apprendre pour pouvoir justement être meilleure, pour pouvoir mieux accompagner les personnes qui travaillent avec moi. Mais c'est-à-dire que je vais chercher ces compétences pour de vraies raisons et pas pour essayer de colmater un manque d'estime ou un manque de confiance en soi parce que ça ne marchera jamais. Demain, il y aura encore quelqu'un qui aura autre chose et on passe son temps à aller chercher quelque chose
toujours encore dans l'extérieur au lieu d'aller regarder à l'intérieur. Donc pour moi, cette différence, elle est vraiment, donc quelle est la valeur que tu t'accordes, quelle est l'estime que tu as de toi, quelle est la confiance que tu as en toi. Yes. Ce que j'aime, ajouter, à ce que tu partages, c'est vraiment, en fait, pour moi, les compétences sur lesquelles on va se former ne devraient constituer que la cerise sur le gâteau. Parce que si on a l'impression que ça va venir nous compléter, c'est là qu'on est plus, dans la FOMO, dans le sens où on ne sait pas faire et en fait, on sait toujours faire sous des formes différentes, dans des domaines différents et de reconnaître cette compétence, à sa juste valeur, nous aide à voir qu'on est entière et qu'on a peut-être besoin d'une cerise parce qu'on a envie, d'avoir un peu plus, mais c'est juste, en fait, à ce moment-là. Exactement, et en plus, c'est très significatif dans l'entrepreneuriat. C'est pour ça que les gens, ils cumulent les formations, et c'est aussi pour ça que parfois les formations, on les ouvre même pas. On les achète. Pourquoi? Parce que le marketing, il est rodé, parce que la personne, elle a bien appuyé, comme il faut au niveau du discours marketing, et on se dit: «Ah mais oui, mais c'est la formation, qu'il me faut», et on l'achète, et bah, on la commence pas spécialement, et 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 3 mois après, il y a une autre formation qui se présente, à nous, où on se dit: «Ah mais c'est la formation», c'est ce que moi j'appelle, l'effet lune de miel, et pardon, au global, ben, il y a un vrai échec parce que la plupart du temps, tout ce qu'on achète en FOMO, comme on est dans une logique de FOMO, ben, on va cumuler les formations, on va pas avoir le temps de les faire parce qu'à un moment, il faut aussi qu'on travaille, et ça aussi, ça recule le passage à l'action. Parce qu'il y a des personnes qui disent: «Mais non, mais en fait, je ne me suis pas encore lancée, mais parce que je suis toujours, en train de regarder des formations et de faire des formations». Et donc si tu passes ta vie à acheter en FOMO des formations pour essayer de t'améliorer, bah, tu vas passer ta vie à essayer de te former, tu passeras jamais à l'action, et c'est l'action, comme tu le disais tout à l'heure, te permet de faire tes premières itérations, de changer ce qui va pas, de prendre tes premières claques, de te rendre compte de ce qui dysfonctionne, et de te repositionner correctement, et ça, tu peux pas le savoir dans la théorie. Exact. D'ailleurs, pour revenir un peu sur ton parcours, Katia, qu'est-ce qui a fait que tu te sois lancée dans l'entrepreneuriat? Parce que toi, tu étais salariée comme moi. Oui. Tu as travaillé, pour des multinationales qui faisaient partie du CAC 40, tu avais un bon poste. Quel a été ton déclic? Alors moi, il y a peu de personnes, qui le savent, sauf ceux qui ont, acheté, mon livre. Parce que j'ai écrit justement, un livre «Deviens une femme influente», dans lequel je donne les clés qui ont fait que je suis devenue la femme que je suis aujourd'hui, sans filtre, donc aussi avec mes échecs, mes blessures, qui ont aussi forgé ça. Peu de gens savent que moi j'ai commencé par l'entrepreneuriat. Mmh. Alors déjà, j'ai, une fois que j'ai eu mon titre d'ingénieur maître en commerce international, j'ai impérativement voulu voir qu'est-ce que je pouvais apprendre pour être dans l'entrepreneuriat. Et à l'époque, je ne sais même pas si ça existe encore, mais j'avais fait un DESS de création et reprise des petites et moyennes entreprises. Donc c'était hyper spécifique, et c'était vraiment 1 an axé sur la reprise des entreprises ou la création des entreprises. Et à l'issue de cette 5e année, je suis partie au Maroc, et j'ai eu, plusieurs sociétés au Maroc, pendant un petit peu plus de 3 ans, et bon, je vais pas raconter ma vie ici, mais il se trouve que je suis rentrée, et quand je suis rentrée, je me suis frottée au marché du travail, français, où il faut toujours être dans des bonnes petites cases, et j'avais un profil complètement atypique, donc qui ne correspondait pas, on va dire, à des postes, où on commence au bas de l'échelle, mais qui ne correspondait pas non plus en termes d'âge, et cetera, à des postes plus hauts. Donc globalement, je suis repartie un petit peu en bas de l'échelle, et c'est comme ça que je suis rentrée dans le commerce, dans l'industrie, et par contre, j'ai été plus vite que la moyenne, parce que j'ai osé beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et donc du coup, assez naturellement, au bout de, à peu près 20-25 ans, de salariat, j'en ai eu globalement excessivement marre pour plein de raisons, dont une aussi qui est la santé, et du coup, bah, c'est plus j'ai dit stop à ce système-là qui ne me convenait plus, mais vraiment plus, et on voit les années défiler, et on se dit: «À un moment, il faut que ça s'arrête, quoi», donc Merci, pour ton partage, Katia. Est-ce qu'il y a un événement, spécifique où tu t'es dit: «Stop, c'est maintenant»?
Il y en a eu plusieurs. Alors déjà, il y en a eu plusieurs, au niveau de la santé, où le corps, il parle et on l'écoute pas. Surtout quand on a un caractère comme le mien, où je pense avoir été déconnectée pas mal de mon corps, et avoir été beaucoup dans la performance. Donc j'ai eu plusieurs alertes que je n'ai pas écoutées, jusqu'à celle de trop, on va dire. J'ai une anecdote, où je me suis vraiment dit: «Oh là là, je pense qu'il va falloir passer à autre chose». C'est, j'étais en négociation, donc sur un très, très gros dossier. On se parle d'un dossier à plusieurs millions d'euros et en face de moi, j'avais un jeune, qui, à mon avis, avait pas une grande expérience et qui, vraiment, tournait en rond sur une négociation, savait ni queue ni tête son argumentaire, alors qu'on aurait pu aller plus vite et il était très théorique. Et je me suis entendue, parce que c'est vraiment ça, je me suis entendue lui dire: «Mais vous êtes à quelle page de votre manuel de vente? Parce que là, j'en peux plus». Et bah, évidemment, ça ne lui a pas plu, ce qui peut paraître, normal, mais en fait, j'étais arrivée à saturation. J'étais arrivée à saturation du jeu de la négociation, plutôt du jeu où, quand on a 20 ans de négociation derrière, on sait que ça peut aller beaucoup plus vite, on sait qu'on peut gagner du temps, heu, au lieu de faire, on va dire ces jeux de rôle, à 2 balles, et quand je suis sortie, je me suis dit: «Oh là, tu peut-être pas sorti ça il y a 10 ans». Et ça dénote que tu en as marre, ça dénote que, le système, ne te convient plus et à un moment, ben, quand on s'amuse plus dans son métier, parce que moi, mon métier, ça a vraiment été un métier passion. Je suis quelqu'un qui est très branché adrénaline et que ce soit dans ma vie, perso, dans le sport, dans tout, et c'est une des raisons pour lesquelles je pense j'adorais la négociation parce qu'il y avait d'énormes enjeux, il y avait des risques énormes aussi. Et à un moment, quand ça te fait plus rigoler et que finalement tu y vas, parce qu'il faut y aller, c'est là où je pense qu'il faut s'arrêter et essayer de trouver un nouveau challenge. Mmh. J'ai ressenti la même chose que toi pour ma part. C'était, j'ai demandé un 4/5e alors que je suis une passionnée et j'adore la performance et en fait, on m'a dit: «Mais on n'a jamais vu ça, une responsable de département, travailler au 4/5e, quoi» et c'est là que je me suis dit: «Ah ouais, je pense que j'aime plus mon travail parce que je cherche à travailler moins». Bah oui, non, mais c'est ça. Et puis c'est aussi, moi je me suis quand même assez rapidement rendu compte que, bah, j'avais pas la vie que je voulais en fait, et j'avais vraiment la sensation d'être partout et en même temps nulle part. Je suis maman solo, donc j'ai 2 garçons et c'est vrai que, ben, ce qui s'est passé, c'est, je quittais, on va dire, un petit peu plus tôt, j'ai envie de dire que la moyenne, mais encore, moi je quittais, il était 19h, donc je pars du principe qu'on a déjà suffisamment fait. Heu, mais je quittais toujours trop tôt et enfin pour mon président à l'époque, mais en même temps, j'arrivais trop tard chez moi. Donc en fait, tu te rends compte que tu arrives à satisfaire personne. Tu essayes de surinvestir le travail. Quand tu rentres, tu essayes de surinvestir la sphère perso et puis en fait, la première personne que tu respectes pas et la première personne que tu délaisses et que tu abîmes, c'est toi-même, en fait. Donc à un moment, c'est non, à un moment, c'était plus possible. Et là, du coup, ça fait combien de temps que tu es entrepreneur, Katia? Alors moi, ça a été assez particulier. C'est-à-dire que déjà, moi, je suis investisseur immobilier depuis, 2006. Donc, une des raisons aussi pour laquelle, j'ai pu partir et me dire, «Bon, bah, j'ai plus envie», c'est qu'assez jeune, je me suis quand même dit: «Assez jeune, mais en fait, j'ai pas envie de vivre jusqu'à 65 ans, ou 63, peu importe, en fonction de mes trimestres, j'ai pas envie de rester dans une entreprise pour ça». Donc, j'ai commencé l'investissement très tôt. Mmh. Et du coup, c'est aussi une des raisons pour lesquelles, quand je suis, partie, oui, j'ai pris un risque, vraiment conséquent au regard de ce que je gagnais, des avantages en nature et cetera. Mais je pense que j'aurais pas fait la même chose si j'avais pas, un certain nombre de biens immobiliers à côté, heu, bah, parce que tout simplement ça rassure quand même. Et donc quand j'ai décidé d'envoyer bouler mon métier, parce que c'est vraiment ça, hein, j'ai fait un rejet total de mon métier. C'est-à-dire que je me suis pas dit, «Ah c'est génial, j'ai fait 20 ans de vente, de négociation, donc je vais pouvoir faire la même chose à mon compte». Pas du tout. Je me suis dit: «Plus jamais de vente, plus jamais de négociation». J'ai jeté le bain, le bébé, tout et pendant 1 an, je n'ai absolument rien fait.
J'ai passé 1 an, à me promener, 1 an à aller chercher mes enfants à l'école. Moi, il faut savoir que je n'allais jamais chercher mes enfants à l'école, sauf, quand ils étaient petits. J'ai retrouvé la couleur du ciel. Quand on part, il fait nuit, on revient, il fait nuit parce qu'on a des horaires de dingue. Bah, au final, toutes ces petites choses, on les connaît pas et le bonheur, s'il y a bien un truc que j'ai aujourd'hui, dans chacune de mes cellules, c'est que le bonheur est dans les petites choses. Toutes les petites choses qu'on a mis de côté, en pensant que c'était justement, les grandes choses qui nourrissaient. Et donc pendant 1 an, j'ai rien fait. Et je me suis, on va dire, formée après, à toute cette nouvelle industrie. Parce qu'on a beau être directrice commerciale d'un groupe du CAC, quand on sort et qu'on arrive dans le web, enfin, personnellement, j'étais complètement paumée, sur les méthodes, sur le marketing, sur les tunnels, sur tout ce truc. Et encore aujourd'hui, c'est vraiment pas la partie que je préfère. Donc, ce que je fais aujourd'hui et de la manière dont je le fais aujourd'hui, ça fait à peu près 1 an et demi. OK, top. Par rapport à ta vie de femme, tu disais que tu étais maman solo. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est toujours le cas? Tu es maman solo encore? Ouais. Alors, il y a eu je me suis séparée, assez tôt après 10 ans de mariage. J'ai vécu une période donc avec mes enfants en bas âge, vraiment bas âge. Bon, après j'ai refait ma vie avec quelqu'un et il se trouve qu'aujourd'hui, je suis de nouveau maman solo. Mais c'est pas grave, je pense que je n'aurais jamais, la relation que j'ai avec mes enfants, aujourd'hui, s'il y avait pas tous ces éléments de vie qui nous avaient chahutés. Et pour moi, je suis très épanouie. Mais par contre, c'est vrai que, bah, on fait pas la même chose. Mais quelque part, c'est aussi ça que j'ai, redit à une cliente récemment, c'est qu'elle se comparait à quelqu'un qui avait des performances, vraiment supérieures. Mais je lui ai dit: «Mais regarde la personne. La personne, elle est, célibataire, elle a pas d'enfants, et toi, tu as 3 enfants, tu es mariée, on peut pas comparer un chou et une carotte, c'est pas possible. Compare-toi à une personne qui a les mêmes problématiques que toi, les mêmes contraintes, parce que sinon, c'est horrible de se comparer, parce que tu ne compares que le côté, on va dire, visible de l'iceberg, mais tu te compares pas réellement à sa vie. Ta vie n'est pas comparable à la sienne et donc potentiellement, toi, tu surperformes parce que peut-être que le peu d'heures que tu passes parce que justement tu as 3 enfants et cetera, que si elle devait ramener le nombre d'heures à ce que toi tu travailles, peut-être que c'est toi qui surperformerais. Donc, moi, ce que je dis tout le temps, c'est arrêtons de comparer les choux et les carottes. L'important, c'est de comparer ce qui est comparable. Ouais. Est-ce que tu penses pas que cette sagesse de comparaison, tu l'as parce que, bah, ton expertise réside dans la vente? Parce que moi, j'étais acheteur de métier et j'étais Mmh. aussi trader. Donc il y a vraiment cet, aspect, on ne compare pas des choses incomparables. C'est notre corps de métier. Est-ce que tu penses que ça t'a beaucoup aidé justement à ne pas, comparer des choux et des carottes? Alors, je t'avouerai que je me suis jamais posé, la question, mais c'est vrai que cette comparaison, je l'avais beaucoup en négociation. Parce que, bah, globalement, en négociation, on regarde toujours la problématique dans son ensemble. Quand je formais, mes cadres, je leur disais tout le temps: «Faites attention aux saucissons, dès qu'on saucissonne une négociation, c'est compliqué. Regardez-la aussi dans son ensemble parce que vous pouvez pas comparer, des contreparties à l'époque, heu, si elles ne sont pas reliées à d'autres contreparties». Donc ça veut dire que oui, je pense que, intellectuellement, je suis formatée sur le fait de regarder toujours, une vue d'ensemble, de monter au balcon et comme on dit comme on disait dans mon métier et de se dire: «Ah oui, mais d'accord, mais en fait, telle problématique, elle est là parce que la personne, elle a tel environnement, tel produit ou de quoi de caisse, et telle autre personne, elle pourra jamais être, aussi performant». C'est vrai que dans mon métier, si on est par exemple, on s'appelle Coca-Cola et si un petit, il y a un breton qui fait du breccia, s'il se compare à Coca, mais il est mort. Il est mort. Mais il a d'autres qualités.
a d'autres qualités. Une petite entreprise, ça a beaucoup plus de souplesse, ça a une beaucoup plus grande capacité de prendre des décisions, parce que pour faire bouger un paquebot, faut qu'il y ait 1000 services Approbation. qui soient mis en branle, exactement, donc 1000 approbations. Donc, ok, tu pourras jamais avoir autant de commercial sur le terrain que Coca-Cola, donc on va réfléchir ensemble à comment toi, avec ta taille, comment on va pouvoir capitaliser sur tes forces que Coca n'a pas. Mmh, exact. Et c'est exactement la même chose dans les accompagnements, en fait. Ouais. Mais c'est pour ça que je te demandais, est-ce que tu penses, bon, peut-être tu n'avais pas fait le lien conscient, mais moi Non, je suis persuadée que parce que on a ces années derrière nous de métier, on a cette capacité à voir la big picture et donc d'avoir exactement. beaucoup plus de recul et de sagesse parce que les gens, en automatisme, ils vont regarder des points spécifiques. Je suis plus chère, je suis moins chère que mon concurrent, elle est mieux, je suis mieux. Enfin, vraiment sur des trucs spécifiques et ils ont pas ce recul que nous on peut avoir, mais c'est parce que, on a été aussi formatés, faire des appels d'offres, évaluer des offres dans leur globalité et comme tu disais, ne pas saucissonner parce que c'est en fait, tu perds tout le sens, de Exactement. l'offre et de ce que peut t'apporter, le prestataire. Donc je trouvais ça hyper intéressant de voir si toi tu avais conscientisé ça Non, apparemment. mais écoute, je te remercie parce que non, je l'avais pas conscientisé comme ça. Mais j'ai envie de dire, c'est quand même un peu, c'est très féminin aussi sur certains aspects. On peut être une super belle femme, et ben on va aller regarder chez l'autre le seul truc sur lequel nous on ne s'aime Ouais, pas. c'est ça. Et la personne en face de nous, potentiellement, va aller regarder tous les trucs qu'on a passés sous silence parce que, bon, ok, ça fait partie de notre corps, et donc on n'y prête plus attention. Et elle va adorer ces parties-là, et elle va justement détester une autre Mmh. partie. Et en fait, on devient schizophrène. Ouais, c'est Euh, ça. Aimons ce qu'on a déjà. Alors, je dis pas que c'est facile, mais en tout cas, dans mes accompagnements, j'axe beaucoup plus sur les qualités. Et d'ailleurs, c'est très rigolo parce que j'étais encore dans une autre, mais là, c'était dans un autre événement, et il y avait une femme, on parlait de ça. On Mmh. disait que la France a quand même plus de facilité à aller te dire, voilà, alors tu as tes forces, tu as tes faiblesses, on va tout faire pour aller améliorer tes faiblesses. Mmh. Et arrêtons un peu. Capitalisons sur nos offres, sur Exactement. nos forces, ça va beaucoup plus vite. Exact. En fait, j'ai la même vision que toi, c'est d'exploiter ton plein potentiel et ensuite, si tu as envie, après, pour le fun, pour le plaisir, d'améliorer certaines compétences, go. Mais déjà, exploite ton potentiel et ce qu'on peut retrouver dans l'entrepreneuriat en ligne, c'est les gens qui veulent plus d'abonnés parce qu'ils pensent qu'ils vont plus vendre. Mais non, vends déjà à tes abonnés existants et puis après, si tu veux aller chercher plus, tu iras chercher plus. Alors c'est très, très drôle ce que tu viens de me dire parce que je suis en plein, alors c'est assez confidentiel, mais du coup, comme ça va sortir, en fait, je travaille, là, je suis en train de travailler en sous-marin, sur, des offres pour les personnes dont tu viens de parler. C'est-à-dire que il faut arrêter de penser que les personnes qui ont 100 000 abonnés, 200 000 abonnés, même 300 000 abonnés, qu'elles arrivent à avoir un plus gros chiffre d'affaires. C'est C'est ça. pas vrai du tout. C'est des Moi, fausses croyances. j'accompagne exactement. Moi, j'accompagne des personnes qui ont un génie dans l'acquisition, mais vraiment. C'est d'ailleurs aussi une des raisons pour lesquelles elles ont autant d'abonnés, parce qu'elles sont magnétiques, parce qu'elles sont, donc il y a plein de personnes qui viennent à elles, mais elles ne convertissent rien. C'est ça. Donc, en fait, oui, on peut parfois avoir un meilleur business avec 2 000 abonnés qu'avec 100 000 parce qu'on a compris la conversion. Et Exact. donc, ça aussi, ça fait partie des choses qu'il faut arrêter de se comparer Mmh. parce que pour côtoyer certaines personnes comme ça, c'est pas des personnes qui sont à l'aise dans leur peau non plus. Et c'est Exactement. pas les 100 000 ou les 200 000 abonnés qui font qu'elles se sentent mieux que Mmh. quelqu'un qui en a 2 000. Tout à fait. Et puis, il faut pas oublier, il y a aussi les inconvénients qui vont avec. C'est, tu as plus d'abonnés, tu as aussi plus de haters, tu as aussi C'est plus de ça. critiques, et cetera, ce qui t'amène à faire beaucoup plus attention à ce que tu dis parce que tu es une personne publique. Enfin, les gens, ils oublient, en fait, les Exactement. inconvénients de la visibilité. Donc, ils cherchent la visibilité en pensant: «Ça va me faire plus de ventes». Mais c'est la source du problème, c'est pas, avoir plus de visibilité pour vendre plus. C'est déjà, est-ce que tu sais vendre avec l'audience que tu as déjà? Exactement. Mais c'est exactement ça. Et on peut avoir les mêmes problématiques de vente, quelle que soit la taille de son écosystème.
Mais encore une fois, on en revient à la même chose, c'est que la vente, c'est un véritable révélateur. Si tu as une blessure de l'abandon, blessure du rejet, plein de choses, ben, tu auras les mêmes problématiques que tes 100 000 ou 2 000 abonnés. Tu auras exactement Exactement. les mêmes problématiques. Ouais. Et c'est bien pour ça que j'accompagne sur le mindset avant Oui, d'accompagner sur le business, parce que allons voir déjà les vrais blocages à la source, exactement. parce que les conséquences sont le manque de vente, mais c'est qu'un symptôme de ce qui est à la source. Tout à fait, complètement. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle parfois, bah, il y a des personnes qui viennent me voir et qui me disent: «Moi, j'ai un problème avec la vente, je déteste la vente», parce que c'est toujours, très ampoulé, les mots qui sont employés quand on n'aime pas la vente. Et OK, je mets à plat leur business, je fais un audit et puis parfois il y a des très grosses surprises. C'est même pas la vente le problème. Ça peut être l'offre qui est complètement bancale, ça peut être l'expertise qui est pas suffisante. Et quand notre offre est bancale et que l'expertise est pas suffisante, on peut pas, on peut mentir à beaucoup de monde, mais pas à son cerveau. Le cerveau va savoir que l'offre est bancale. Le cerveau va savoir, que, bah, on n'est peut-être pas aussi compétente qu'on le prétend et bah, fatalement, quand il va se retrouver en entretien de vente, bah, ça va être la panique à bord. Ouais, parce qu'il y a un désalignement entre ce qui est vraiment, ce que l'on pense, parce que au final, c'est vraiment ce que l'on pense. Si on pense qu'on n'est pas à la hauteur, que notre offre elle est pourrie, etc., on va pas pouvoir la vendre parce que c'est pas aligné entre ce qu'on pense, qu'on dit, ce qu'on ressent, etc. Mais c'est hyper intéressant de voir que oui, à la source, il peut y avoir tellement de choses qui Exactement. peuvent être liées avec le fait qu'on n'aime pas la vente ou qu'on n'aime pas manipuler, convaincre, etc. Et je pense que bah, pour des personnes qui ont été justement dans tout ce qui est commerce, c'est peut-être plus facile entre guillemets de voir ça chez les autres parce que nous on a déjà tellement fait dans l'action au niveau de la vente, de l'achat, etc. qu'en comprenant les mécanismes qui se passent au niveau du mindset, on a du coup l'image complète du trajet et je trouve que ça, c'est vraiment beau quand tu arrives à démêler la pelote et à aider la personne à se réaligner pour vendre de manière bah, juste pour elle, quoi. Exactement et souvent d'ailleurs quand on lève tous ces blocages, bah, en fait la personne elle a aucun problème à vendre. Ouais, Aucun. exact. Mais c'est parce qu'elle n'avait pas identifié qu'il y avait un désalignement quelque part ailleurs. Exactement. Ou qu'elle ait, associé la vente à toutes les techniques un peu foireuses qu'on voit sur Ouais, le web. la Ou, manipulation, les fausses voilà, promesses, le marketing bancal. Ouais. exactement. Et la vente, en fait, c'est un véhicule. C'est un peu comme si, on rentrait dans un Uber et pour une raison ou une autre, il nous dépose pas, à bon port. Et on descend, on se sent floué, comment qu'est-ce qu'on fait là? Et je pense pas qu'on va se dire: «Mais en fait, les voitures, c'est pourri». Bah, la vente, c'est exactement la même chose. La vente, c'est un véhicule, qui est, irremplaçable pour générer du chiffre. C'est pas cette compétence qui est responsable, de que tu te sois fait avoir ou qu'il y ait un problème. En fait, c'est la personne qui est derrière, qui t'a vendu ça. C'est l'éthique qu'il y a derrière, c'est les valeurs de la personne qui sont derrière. C'est peut-être toi aussi. Ça aussi, parfois, ça pique quand je dis ça, mais est-ce que tu t'es renseigné sur ce que tu achètes? Est-ce que tu t'es renseigné sur les réelles compétences? Est-ce que tu as été voir qui était ce formateur avant de cliquer? Est-ce C'est que tu as ça. été vérifier la preuve sociale? Mais pas que. Et si tu te fais avoir, bah, parfois, c'est peut-être compliqué de se le dire, mais c'est peut-être aussi à cause de toi, tout simplement. Ouais. C'est exactement un post que j'ai fait, je pense, hier ou avant-hier à ce sujet-là. Je disais que D'accord? ça pouvait piquer certaines personnes qui n'avaient pas encore fait le travail. Mais en fait, à partir de quelle énergie tu achètes, on dira beaucoup sur les résultats que tu auras, peu importe l'éthique de la personne au final. Parce que quand on achète avec la peur du manque, la peur de ne pas être assez, on est souvent déçu au niveau des résultats. Parce que c'est censé venir remplir un vide que quelqu'un d'autre ne veut pas remplir en fait. Parce que c'est comme tu disais, c'est qui on est à l'intérieur. Exactement. Et c'est ça que j'apporte beaucoup en conscience aux personnes qui me suivent. C'est voilà, si tu achètes en disant que c'est la cerise sur gâteau, les résultats, tu les auras toujours de manière positive parce que tu en tireras toujours de chouettes leçons à quelque chose avec beaucoup plus de recul. Tandis que sinon, tu vas compter sur la formation, sur le programme, sur le coach, le mentor, l'accompagnant pour t'apporter absolument un résultat que tu penses que tu ne peux pas avoir sans cette personne, sans ce programme, quoi. Mais c'est exactement ça et quand on achète justement une formation, un accompagnement, heu,
on n'est pas dans un supermarché. Ça veut dire que c'est pas comme si tu vas mettre ça dans ton caddie, tu vas payer et hop, par miracle, tu vas avoir toutes ces compétences, tu vas tout comprendre, etc. Non, en fait, tu dois être actif. Et c'est ça aussi parfois qui pêche dans cette industrie, c'est que les personnes, quand elles ont mis de l'argent sur la table, elles attendent tout du coach ou de l'accompagnement. Mais en fait, non, il y a rien de plus faux là aussi. Si tu y mets pas ton énergie, si tu mets pas ton temps, si tu te poses pas les bonnes questions, si tu acceptes pas de te remettre aussi en question, et ben il va rien se passer. Que tu aies acheté un accompagnement à 1000 ou à 10 000, il va rien se passer. C'est pas la personne en face de toi qui va faire tout le job. Ouais. C'est impossible en fait. Bah justement, à ce propos, j'ai rajouté une question dans le questionnaire d'appel découverte, qui est, est-ce que, tu confirmes que tu es prête à investir, tes ressources, temps, énergie et argent, nécessaires pour, ta transformation? Et donc la personne est si elle coche pas oui, elle peut pas prendre rendez-vous avec moi. Oui, mais c'est primordial en Ouais. fait. Mais les gens, ils réalisent pas parce qu'il y en a qui pensent que ça devrait être facile et que du coup, j'ai la formule magique et que, en prenant avec moi, c'est sûr, ils auront des résultats. Mais non, en fait, si tu ne fais pas ton taf, moi je fais le mien, toi tu fais le tien et ensemble, allons co-créer les résultats que tu désires, quoi. Exactement. Et d'ailleurs, ça, c'est aussi, il y a un effet miroir, c'est tout ce qu'on entend sur le high ticket. Mmh mh. Ça a été, on va dire, le truc miracle. Tu veux beaucoup d'argent, ben, augmente ton prix. Et on se retrouve avec des accompagnements à 10 000, à 15 000, même parfois à 25 000. Et ce qui est assez surprenant, je trouve, c'est que là, pour le coup, il y a certains coachs qui ne réalisent pas suffisamment, quand je dis coach, ça peut être thérapeute, peu importe, qui ne réalisent pas qu'à partir du moment où une personne prend un accompagnement de ce prix-là, ben, elle n'aura pas les mêmes attentes Exact. que quelqu'un qui prend un accompagnement à 1 000 euros. Et ça aussi, il faut être capable de se remettre en question là-dessus. C'est-à-dire que il y a la personne qui va prendre un accompagnement ou un coaching qui évidemment va devoir être dans l'action. Mmh mh. Et il faut y ait une prise de conscience à ce niveau-là, mais il faut aussi la prise de conscience de la personne qui veut aller sur le high ticket, qu'elle va avoir des high responsibility et qu'elle va avoir des gros problèmes si jamais ce n'est pas délivré comme elle disait. Donc ça Ouais. veut dire que on dit souvent des grands pouvoirs entraînent des grandes responsabilités, mais c'est tellement vrai. Et Ouais. c'est pour ça que parfois en fait ça se fourvoie de part et d'autre. Et il est bon parfois de mettre l'église au milieu du village. Ouais, je suis complètement d'accord et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, avant j'avais un accompagnement de 3 mois à 5 000 €, 6 séances et j'ai shifté mon prix. J'ai proposé 5 000 € pour 12 séances et il y en a plein qui m'ont dit: «Mais attends, tu vendais ton accompagnement à 6 séances et tu le vendais bien. Pourquoi tu as, doublé le nombre de séances?» C'est parce que j'ai dit: «Mais en fait, je m'engage pas sur le nombre de séances, c'est sur, les résultats de la personne et d'après moi, c'est plus juste de lui garantir sa transformation sous ce format-là, Mmh mh. que sous 6 séances. Sous 6 séances, je sais le faire. Mais j'ai une pression, moi, en tant qu'accompagnante, où je me C'est dis: sûr. «Si la personne, elle fait pas son taf, en 6 séances, c'est compliqué». Alors que 12 séances, qu'elle le fasse ou pas, je sais qu'on peut réajuster au fur et à mesure et qu'il y a un suivi, qui est plus tight, en fait, qui fait que la personne, elle est obligée de s'engager, sinon on arrête, tu vois? C'est exactement ça. C'est exactement ça. Ouais. Mais du coup, il y en a très peu qui comprenaient ce move parce qu'ils se disaient: «Bah, tu vends». Mais oui, mais comme je le fais pas, pour gagner de l'argent, pour, travailler le moins possible, c'est pas mon pourquoi. Mon pourquoi, c'est vraiment d'apporter la meilleure transformation alignée à la personne que j'accompagne. On peu importe si c'est en 6 séances ou en 12 séances. Et surtout que moi je trouve qu'il y a pas de problématique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu te rends compte que tu te lances, tu fais cette offre-là, tu as 6 coachings, beh, tu as le droit de te rendre compte que, ben, finalement, avec l'expérience, j'ai accompagné, une dizaine de personnes, j'en sais rien. Ben, je me rends compte que, c'est pas assez. C'est pas assez, les résultats que je souhaitais sont pas suffisants. Mais au lieu de s'auto-flageller en disant: «Oui, j'ai un problème», donc au lieu de potentiellement avoir à gérer des personnes mécontentes parce que, la plupart du temps, elles vont pas toujours se remettre en question sur pourquoi elles ont pas les résultats, bah, j'augmente mon nombre de coaching parce que je me sécurise moi, je me mets moins Exact. la pression. Donc je travaille, d'une manière, on va dire, plus détendue, donc c'est plus sympa aussi pour le coaché en face et la personne en face, elle aura plus de résultats. En fait, il y a pas de problème. Le tout, Tout il à réside fait. toujours dans l'explication, en fait.
Ouais, exactement. Et c'est ce que je dis toujours, c'est que à partir du moment où le prix n'est pas juste pour soi, on le sent. On a du mal à le dire, on a du mal à en parler, et puis on est inquiète pour les résultats et cetera. On n'est pas sûr, on n'est pas dans la certitude. Alors que bon, peu importe les résultats parce qu'on co-crée ensemble, mais quand on est dans la certitude que sous ce format-là, on peut donner notre max et qu'on peut garantir les résultats, bah là, on est au bon endroit. Et en vrai, il y a pas de cher, pas cher et cetera. C'est comment on est aligné avec notre offre dans sa globalité, pas seulement au niveau du Exactement, exactement. ouais. Et tout est une question d'équilibre. Mmh. Tout est une question d'équilibre. Exactement. Et moi, je préfère quelqu'un qui se remette en question plutôt que quelqu'un qui va, finalement se dire, «Bon, bah, finalement, c'est les résultats escomptés, ils sont pas suffisants, mais je vais pas me manquer de respect en rajoutant des séances ou je vais rajouter des séances, mais je vais, multiplier par 2 le prix». En fait, le problème, il va être le même donc Exact. moi, personnellement, je préfère les personnes qui savent se remettre en question et je trouve ça parfaitement OK. Ouais et puis j'avais expliqué du coup aux gens pourquoi j'avais, changé d'offre, le format. J'étais hyper alignée avec ça et par rapport à tout ce que tu sais, on disait le fait que tu sois maman solo, toute l'expérience que tu as et cetera, cette vision globale que tu peux avoir. Est-ce que tu trouves pas alors après c'est peut-être une fausse croyance de ma part, mais que du coup que c'est plus difficile de trouver un partenaire, hein, de vie ou d'un jour, on s'en fout, mais parce que du coup, tes standards sont peut-être plus élevés que d'autres femmes qui ont pas cette conscience que toi tu as? Tu parles pour trouver quelqu'un avec qui refaire ta Ouais. vie? Ouais ou même, pour passer du bon temps, on s'en fiche, enfin, tu sais, peu importe. Ah bah, oui, fatalement que c'est plus compliqué, mais je dirais que c'est plus compliqué pour, un certain nombre de choses. Déjà, c'est plus compliqué parce que, parce qu'il y a les enfants. Donc ça veut dire que, il y a, la double responsabilité de se dire: «Je vais choisir quelqu'un qui me plaît à moi, mais qui doit aussi, plaire aux enfants», parce que ça peut pas durer, si dans le cas inverse. Est-ce que c'est une personne, du coup, qui lui-même va accepter mes enfants? Pour peu qu'on ait, bon alors moi j'ai une garde quasi pleine, c'est-à-dire que enfin, la fameuse 1 week-end sur 2, la moitié des vacances, sachant que le grand ne va plus du tout chez son père. Donc ça veut dire que, lui je l'ai, H24, 24 heures sur 20 enfin tout le temps, 365 jours. Donc ça veut dire que est-ce que la personne va, comprendre que, il y aura moins de moments où on sera que tous les 2. Donc ça veut dire qu'il doit plonger dans la famille. Là, c'est pour le coup, voilà. Mais est-ce que moi, j'ai envie d'avoir d'autres enfants en plus à gérer? Une des raisons pour lesquelles, en tout cas, de mon côté, je pense que la 2e relation, la 2e relation longue n'a pas vraiment fonctionné, c'est qu'on était il y avait 5 enfants à plein parce qu'il avait 3 enfants et au bout d'un moment, ça fait beaucoup. Ça fait, 5 sources d'engueulades, ça fait, 5 sources de litiges, d'incompréhension entre les enfants et cetera et c'est compliqué. Donc déjà, il y a ça et fatalement, arrivé à un certain âge, on n'a pas les mêmes exigences et après, il faut aussi un homme qui accepte notre ambition et ça, c'est pas toujours facile. C'est ouf que tu m'en parles. J'ai discuté justement avec un pote entrepreneur qui me disait, que lui recherchait une femme qui ne soit pas vénale et qui ne soit pas en mode concurrent, et cetera dans le business. Mais d'un autre côté, il veut pas que se laisser marcher avoir cette impression de se laisser marcher ou de perdre en fait son côté masculin, son côté un peu, provider. Mais en même temps, c'était dissonant parce qu'il veut pas quelqu'un qui soit vénal, mais il veut pas que cette femme, elle soit, qu'elle refuse qu'il soit le provider, du couple. Donc je lui ai dit: «Mais il y a quand même, 2 polarités complètement différentes et pourquoi tu aurais pas, quelqu'un qui soit financièrement indépendante, mais qui, aime qu'on la traite comme une princesse?» Et donc là, il m'a dit: «Ah bah, tu vois, j'avais pas fait cette nuance et effectivement, ça peut tout changer». Mais oui, parce qu'en fait, l'indépendance, ça veut pas dire ne plus être une femme. C'est ça. Et c'est pareil, être entrepreneur et rechercher à faire du chiffre d'affaires, et vouloir gagner beaucoup, ça fait pas de nous une personne vénale. Ça fait de nous une personne qui est décomplexée avec l'argent et je vois pas où est le problème, en fait. Enfin, moi, j'ai zéro souci avec l'argent, je suis complètement décomplexée sur l'argent et ça fait pas de moi une personne obsédée.
c'est complètement différent, en fait. C'est ça. Mais quand il disait vénal, je pense que c'est plus parce qu'il recherchait aussi la mère, la future mère de ses enfants, qui s'occupe des enfants et de lui quand il rentre du boulot, etc. Parce qu'il a dit, par exemple, moi, tu me verras jamais, la femme rentre du boulot et je suis à la cuisine en train de faire des petits plats, quoi. C'est vraiment le mâle alpha, le limite du machisme, etc. Et je lui disais, mais tu peux pas vouloir une femme qui veut avoir une femme intelligente, parce que je lui ai dit, tu veux pas des nunuches, comme tu dis, mais tu veux aussi une femme qui soit intelligente, mais qui soit pas dépendante de toi financièrement. Mais si elle est femme au foyer, enfin, il y a aussi des incohérences dans ce que tu Oui, recherches. mais enfin, globalement, moi, je m'attarde pas sur ce genre de profil, très honnêtement. Moi, toutes les personnes avec qui j'étais, mon ex-mari, la personne avec qui j'ai fait une bonne partie de ma vie aussi, bah, il faisait la cuisine, il faisait le ménage, il y avait une égale répartition des tâches. Et c'est même pas une égale, c'est chacun, On s'entraide en voilà, fait. on s'entraide en fait. On est au 21e siècle, faut arrêter quoi. C'est pas une question de féminisme, c'est pas une question de quoi que ce soit. C'est on est deux êtres humains, il y a un foyer, il n'y a pas de raison que une personne s'en occupe plus qu'une autre. Et parfois, je pense que de toute façon, les hommes qui ont des problématiques avec les femmes qui réussissent, c'est tout simplement que eux-mêmes manquent de confiance en eux. À un moment, faut appeler un chat un chat. Si tu as confiance en toi, bah, tu aucun problème que ta compagne, elle performe. Voilà. Et c'est pareil, si tu te sens, on va dire, frustré ou atteint dans ta virilité parce qu'une femme réussit ou parce que ceci, cela, bah, pose-toi les bonnes questions, en fait. Pourquoi est-ce que le fait qu'elle performe, ça atteint ta virilité? Est-ce que tu es dans des vieux schémas qui datent de l'après-guerre? Ouais, bon, ok. Mais en tout cas, moi, je m'encombre pas de ce genre de personnes Ouais. du tout. Donc toi, tu m'as parlé de tes challenges par rapport au fait que la personne, elle te prenait toi, mais toi aussi avec tes enfants. Donc il y avait tout un contexte et des challenges au niveau familiaux, notamment si l'autre aussi avait des enfants. Oui. Et tu m'as pas parlé de du coup du côté mindset. Parce que moi, de ce que je vois dans mes amis qui sont célibataires, entrepreneurs, il y a des standards qui sont différents, même au niveau du mindset. C'est-à-dire que si le mec n'a pas cette conscience au niveau de l'état d'esprit plus avancé, bah, le match, il se fait pas, tu vois. Ah, mais ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Les personnes qui sont dans l'entrepreneuriat, c'est des personnes qui savent se remettre en question la plupart du temps, qui ont mille et une idées à la minute, qui peuvent avoir des nouvelles idées business, etc. Et alors que c'est vrai que ça fait un peu cliché ce que je dis, mais quand tu arrives du salariat, tu as fini ta journée, tu arrives chez toi, tu es en mode détente, tu pas envie de re-challenger ton cerveau pour réfléchir sur des trucs. Et oui, ça peut vraiment clasher. Moi, j'ai des moments de grande solitude parce que la personne, elle rentrait, elle avait. Moi, j'étais là, ah, tu rentres tôt, on va pouvoir réfléchir à un business, machin. Enfin, non, la personne, en fait, elle rentre et elle a envie de décompresser. Mais après, bon, c'est deux visions de la vie assez différentes. Moi, j'ai connu les deux, de toute façon, puisque j'étais salariée et évidemment entrepreneur. Donc il y a des choses que je peux comprendre, mais c'est vrai que c'est compliqué ça complexifie l'exercice parce qu'on n'a pas la même manière de voir les choses, Ouais, on on n'a est pas d'accord. la même motivation, on n'a pas les mêmes aspirations et on n'a pas non plus les mêmes ambitions. Ouais, et même le type de challenge est différent. Donc un challenge, qui toi, peut être derrière toi admettons que tu sois avec quelqu'un qui soit salarié. Ces challenges, toi, tu les as eus, du temps où tu étais salarié. Maintenant, tu as des challenges, peut-être qui sont complètement différents, à un autre niveau, même de risque. Parce que quand on est entrepreneur, c'est ce qu'on disait, hein, le fait d'être chef d'entreprise, c'est ton argent, c'est ton image, et cetera. Il peut y avoir un gap qui se crée dans les partages et la connexion même intellectuelle. Ah mais non, mais complètement, parce qu'on vit deux mondes qui sont complètement différents. Tu as en face de toi une personne qui est très sécure et une autre personne qui a pris des risques. Rien qu'à ce niveau-là, on perçoit pas la vie de la même manière. Moi, je me souviens, j'avais trouvé une vraie pépite IMO. On avait été la visiter à deux. En plus, lui, il était salarié, donc du coup, c'est vrai que bah, c'est plus sexy pour un banquier. Et moi, je suis rentrée, j'ai tout de suite vu que c'était une affaire. En descendant, je lui dis, on signe.
et lui me disait, mais non, en fait, il faut que je réfléchisse. Il est arrivé à la maison, il a fait ses tableurs Excel pour machin. 2 heures après, le bien, il était plus là. Ouais. Bah, la On prise de parle risque. toujours la même chose, Mmh. la rapidité. Et là, c'est pour le coup, c'était pas l'homme, mais c'était moi. Il y a des opportunités dans la vie. Si tu es toujours en train de regarder plus, toujours le risque, le risque, le risque, le risque, il y a rien qui se fait de grand sans part de risque. Absolument rien. Même dans le salariat, moi, j'ai pris des risques vraiment importants pour monter les échelons. J'ai osé des trucs que d'autres n'osaient pas. Donc c'est pareil, t'as de la chance. Non, j'ai jamais eu de la chance. J'ai osé des trucs que t'as pas fait. C'est la seule et unique chose qui nous sépare parfois, c'est j'ai osé des trucs que t'as pas fait. Ouais, j'ai justement eu cette discussion avec ma mère, il y a quelques jours où elle me disait: «Toi, tu as quand même eu beaucoup de chance». J'ai dit: «Attends maman, j'ai changé, environ 13 fois de compagnie, ça a pas été de la chance. J'ai fait des actions qui m'ont menée là où je suis arrivée à la fin de ma carrière salariale, mais j'ai pas eu ces postes-là par chance. J'ai pas eu, elle m'a dit: «Oui, mais bon, il y a plein de candidats comme toi». J'ai fait: «OK, mais la manière de se vendre, la manière de la vision et cetera, c'est quelque chose qui m'appartient». Et puis j'ai fait l'action de postuler pour des postes pour lesquels j'avais aucune compétence. Voilà, donc je me suis créé des opportunités et après ça matche ou ça matche pas. Mais j'ai dit: «Il y a la chance». J'ai dit: «C'est voilà, tu sais, il devait pleuvoir, finalement il pleut pas et ça tombe bien parce que tu avais pas de parapluie». OK, on peut parler de chance. Mais dans d'autres choses, je me suis dit: «Je suis pas complètement d'accord». Et là, il y a beaucoup de confiance en soi et de posture. Parce que je réfléchis, par exemple, à un entretien d'embauche. Tu parlais d'avoir changé 13 fois. Mais quand tu arrives à un entretien d'embauche, tu as tout qui montre que tu es la bonne personne, l'attitude, la manière de marcher, la manière de t'asseoir, la manière de poser ton regard, bref, absolument tout. Et la personne en face de toi, elle va porter sur toi, indépendamment de ton CV, un autre regard Ah que la complètement. personne qui arrive, qui s'excuse d'exister, qui attend sagement si elle peut s'asseoir, que elle a le regard fuyant, etc. Elle aura beau avoir un CV en béton armé, elle fera pas le même effet. Ça aussi, pour moi, ça fait partie de plus t'es ancré, plus t'es bien dans tes baskets, plus l'énergie qui va sortir de toi, elle va être attractive. Donc c'est pas une question de chance. Et ça se travaille. Complètement. Et quand tu parles de CV, c'est ce qui a marqué, certains des recruteurs que j'ai rencontrés. J'avais mis, bon, à l'époque, c'était à la mode, la headline, tu sais, une première ligne en haut du Oui, oui, CV. oui, tout à fait. Et moi, comme j'avais beaucoup d'entreprises différentes et de manière, assez, enfin, les changements étaient fréquents, tu vois? Je changeais tous les 1 à 2 années. Et donc, bah, j'avais mis en fait, j'ai suivi, mon mari, dans sa carrière et j'ai appris à m'adapter et à performer de manière hyper rapide. Donc j'ai un œil laser, je disais voilà, mon don, c'est j'ai un œil laser, je sais exactement j'apprends vite, j'ai un œil laser et je sais exactement comment délivrer les résultats de manière rapide et embarquer mon équipe avec moi. Et du coup, les gens m'ont dit rien que parce que j'avais mis cette ligne-là, ils m'ont prise en entretien parce que sinon ça faisait trop instable. Ah oui, bah bien sûr. Voilà, Mais c'est encore une fois, c'est toujours la même chose. C'est comment on va raconter l'histoire. exact. Bah, Euh, c'est tu disais, tu enseignes le pitch. Comment tu te pitches, ça fait toute la exact, différence. Est-ce que la exactement. personne, elle accroche ou elle se dit: «Bah, c'est pas la bonne personne»? Exactement. Quand tu as ce type de problématique sur ton CV, bah, la première question que tu dois te poser, c'est comment rationnellement je vais expliquer mes changements. Comment rationnellement. Et puis les gens, ils sont quand même très scolaires. Mmh. Moi, j'accompagnais dernièrement une femme qui était déjà sortie d'entreprise et elle voulait retourner en entreprise. Et il y avait le fameux moment où qu'est-ce que je mets entre ma sortie et ma situation actuelle, parce qu'on va porter sur moi le regard de quelqu'un qui est au chômage, donc la honte. Ouais. Voilà. Et pourtant, elle venait juste de finir Mmh mh. son entreprise. Je dis, mais qui va aller vérifier que tu es sorti il y a 1 mois, il y a 2 mois Donc, enlève-toi cette pression. Tu peux même mettre sur ton job que tu es en cours, enfin que tu es toujours dedans. Je lui dis, est-ce que tu es réellement sorti? Non, je suis en préavis. Donc pourquoi tu vas te faire des nœuds au cerveau? Tu es en préavis, tu es toujours en poste, point final. Pourquoi? Parce qu'il y avait toujours cette notion de bon élève, il faut que je dise tout. Mais là, c'est même pas mentir, elle était encore en poste. Ok, elle faisait son préavis chez elle et elle allait sortir. Et ça, c'est vraiment pour moi le syndrome de la petite fille parfaite. Mmh mh.
Ouais, et aussi, je pense que tu mets la lumière sur quelque chose qui est intéressant, c'est la peur, du vide. Tu sais, genre, il y a un vide dans mon CV, comment je justifie alors que je suis une femme ambitieuse, mais si je suis au chômage pendant 1 an? En fait, c'est aussi ça montre aussi ce que tu veux, ce que tu ne veux pas. Tu étais pas prête à prendre n'importe quel boulot. Donc explique. Exactement. Bah, c'est comme mon année, où j'ai absolument rien fait. Mmh mh. J'avais 0 complexe à dire: «Qu'est-ce que tu as fait cette année?» «Rien». Alors déjà, la question, elle déroute totale parce que la plupart du temps, on essaye de cacher ce truc-là. Moi, non, j'ai rien fait parce que je ne voulais rien faire, parce que j'avais les moyens aussi de ne rien faire et quand tu expliques, ce que je t'ai dit tout à l'heure, les gens, finalement, ils finissent par dire: «Ah ouais, mais tu as vraiment eu de la chance quand même, hein, ça a vraiment dû être sympa». Ben non, en fait, j'ai pas eu de chance. C'est justement pour ça que j'ai dû pendant 1 an ne rien faire parce que je me suis complètement oubliée, dans l'équation. Mais du coup, l'histoire, elle a plus la même, l'histoire est plus la même et donc le regard qu'on porte sur l'histoire n'est pas la même et ça devient un non-sujet, tout simplement. Ouais, j'adore. Mais pareil, moi aussi, je me suis retrouvée dans un moment d'inactivité, mais je m'étais faite, renvoyer par, mon employeur et j'étais en action judiciaire, contre l'entreprise. Je me suis retrouvée sans activité du jour au lendemain et il y en a plein qui m'ont dit: «Mais du coup, tu pas travaillé et cetera?» parce que là, pour le coup, j'étais vraiment chez moi avec sans ordinateur ni rien. J'ai dit: «Oui, mais en fait, pour me garder active, je continuais d'emmener, ma fille à l'école, à la garderie et tout parce que, je me suis dit: "À n'importe quel moment, je peux trouver un boulot"». J'ai appris à ancrer une routine sportive et cetera et je me suis formée. J'ai passé, mon projet devant un jury et cetera qui a été validé. Donc ça, en fait, ça m'a donné, du coup, l'opportunité de voir que je pouvais être entrepreneur. Oui, non, mais c'est exactement C'est un ça, en truc de fait. fou. Ouais et donc sur papier, j'ai rien fait, mais l'expérience que j'ai eue pendant cette année-là, elle était ouf. Mais c'est ça, c'est, en fait, quand je te disais, tout dépend l'histoire que l'on raconte, tout dépend aussi de l'histoire que l'on se raconte. Moi, j'étais pas en mode, je suis désespérée, je me balade pendant 1 an, je erre dans les rues, rien à voir. C'était un choix conscient. Je ne voulais plus, avoir ce rythme-là. Mon corps avait vraiment besoin de repos et je l'ai acté. Au début, ça a été bizarre, ça a été peut-être même compliqué parce que, on passe de la suractivité à, alors pas la contemplation, j'irai pas jusque-là, mais parce que je suis quelqu'un de toujours très actif sur tout d'ailleurs. Mais si j'avais vécu cette année en mode, «Oh c'est horrible, je travaille plus, mais qu'est-ce que c'est que ça?» Bah, fatalement en fait, je l'aurais mal vécu. Donc en fait, c'est ce qu'on appelle les choix conscients et quand tu as des choix conscients pour toi, tu sais les raconter aux autres. Ouais, exact. Top. Est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter à notre échange, Katia? Parce que là, je vois l'heure tourner. Alors, moi, ce que j'aurais à rajouter, c'est surtout par rapport, à ton audience, c'est que en fait, les femmes, la plupart du temps, ont déjà tout en elles. C'est souvent dans le désordre et faut trouver un fil conducteur pour, remettre un petit peu de conscience, dessus et je voudrais vraiment encourager toutes les femmes à porter un regard bienveillant sur elles-mêmes parce que personne ne le fera à leur place et c'est souvent quand tu le disais tout à l'heure, quand on commence à s'aimer soi-même, on commence vraiment à pouvoir aider les autres. C'est compliqué d'aider les autres quand on est déjà en conflit avec soi et l'autre chose que j'aurais envie de dire, c'est, prenez des risques. Parce qu'il n'y a absolument rien de grand qui n'a été construit dans le confort. On parle souvent dans le coaching de la fameuse zone de confort. Moi, je trouve que, cette zone de confort, c'est le terreau de l'inaction et l'inaction, c'est la mort, tout simplement. Et si on a envie d'être dans la vie, ben, il faut prendre des risques. Un pas devant l'autre, ça fonctionne et souvent ce qui est au fond du chemin, au bout du chemin, c'est souvent, beaucoup plus beau qu'on ne l'aurait pensé quand on a fait le premier pas pour y aller. Yes, je suis complètement d'accord. Merci beaucoup, Katia. Où est-ce que les personnes peuvent te retrouver? Moi, je te connais via Instagram, mais est-ce que tu as d'autres réseaux, sur lesquels les personnes peuvent te contacter? Alors, ils peuvent me contacter sur LinkedIn, sur Instagram, sur Facebook, mais j'y suis beaucoup moins. Mais déjà sur Instagram, ils pourront me retrouver. C'est toutes les personnes qui veulent se former en vente, dans le closing. Et encore une fois, je n'enseigne pas que les techniques de vente. Ça, je pense que tu l'as. En tout cas, j'espère que
elles l'auront senti, mais c'est vraiment tout ce qui a trait à la psychologie de la vente, ce qui déclenche l'acte d'achat. Et finalement, c'est quoi l'être humain? Quel est l'être humain que j'ai en face? Et de quelle manière je peux dealer avec lui dans la bienveillance, tout en vendant mon propre service. OK. Top. Bah, je mettrai ton Insta du coup, vu que c'est le lien le plus direct, pour te contacter. Exactement. Et j'ai un livre, Deviens une femme influente, qui est disponible absolument partout sur le net. Bah, écoute, tu me fileras les liens, que tu souhaites ajouter dans la description et puis moi je les ajouterai, dans la description de cet épisode. Merci Julie. Merci Katia. Merci d'avoir écouté cet épisode des Perles de Jade jusqu'à la fin. Les liens de celui-ci se trouvent dans les notes. N'oubliez pas de me rejoindre sur Instagram où mon pseudo c'est Julie-UGS afin d'échanger et de me dire ce que vous en avez pensé. À bientôt pour un nouvel épisode.